Vous allez bien, pardon, déjà? Première question. Oui, impeccable, impeccable. Je me remets des nouveautés de ce week-end, donc ça va. Ok. Avec, on a Euh, passé un très bon week-end. Puis en plus, l'équipe d'Irlande a bien marché au championnat dimanche. Donc on s'est retrouvé dans un pub irlandais à Zurich. Donc il y avait la moitié d'Irlande qui était là-bas réunie, donc c'est sympa. ouais, il y avait eu Ben Lee qui a fait une belle course, effectivement. Oui, et puis il y a des jeunes maintenant. Il y a quand même il y a des jeunes maintenant je pense que cette année, c'est la meilleure représentation depuis très longtemps. Parce qu'il y a toujours un coureur ou deux comme ci, comme ça, mais là, il y a quand même 4-5 coureurs, quand même tous jeunes, tous dans les World Tour Team. Donc, je pense que ça promet pour l'avenir. Puis, j'en ai parlé avec les supporters irlandais. Ça fait 20, 25 ans, 30 ans qu'ils viennent chaque année au championnat du monde. Eux, ils disent que c'est bon, hein, c'est bon pour encore 20 ans parce que là, avec la manière que les mecs ils courent, et comme ils sont jeunes, ils pensent sincèrement qu'il y a de l'avenir dans le cyclisme irlandais. Oui. Nous avons eu pour Cyclisme Actu, donc après le Giro, où on évoquait un éventuel triplé de Tadej Pogacar, 37 ans après le vôtre, en 1987. Et il l'a fait. Vous avez donc un nouveau successeur. C'est vrai, mais je pense que c'est inévitable qu'un jour quelqu'un va venir nous rejoindre. Mais ça ne veut pas dire que depuis 37 ans, il n'y en a pas eu des candidats. Il y a eu Wiggins, il y a eu Armstrong, Indurain, il y en a eu d'autres, Froome. Mais le problème, c'est qu'il fallait voir toutes les choses réunies pour que ça marche. Parce que souvent, un coureur par étape qui gagne un grand tour, il n'est pas forcément un grand sprinter. Si le parcours de championnat du monde, c'est plutôt plat ou pas trop difficile, c'est vrai que le vainqueur de tour, il aura du mal à gagner. Ou là, cette année, le Giro Tour, c'était bien pour Pogacar et le championnat du monde, c'était vraiment exceptionnellement pour un coureur de grand cross par étape, un cours complet. Donc, Pogacar a fait un festival. Un festival, oui, on va en reparler plus tard. Mais au-delà du triplé qui est déjà exceptionnel, il y a la manière dont il l'a fait, avec 6 victoires sur le Giro, 6 victoires sur le Tour, les championnats du monde. Qu'en pensez-vous? C'est exceptionnel. C'est extraordinaire, extra-humain, c'est quelque chose de vraiment d'un autre monde. Mais c'est pas pour ça qu'il faut chercher les poux, hein, parce que je pense qu'elle est très, très douée. On le voit dans son manière d'être. Déjà, Mentality, c'est quelqu'un quand même très saine, très humble. Bon, tôt ou tard, on savait qu'on allait trouver quelqu'un comme Marx dans les années d'aujourd'hui. Parce que il y a 45, 40 à 50 ans, il y a eu Marx qui dominait tout, hein. Puis on faisait avec. Maintenant, il y a Pogacar qui vient de faire la même chose, hein. C'est vrai que c'est beau pour le vélo de voir un coureur comme ça qui est spontané. Par exemple, si Pogacar il est parti dans le dernier kilomètre, on aurait dit, bah, quand même, il n'y a pas de course où là, Pogacar part de très loin, on peut dire oui, mais il a tué la course. Mais quand même, il y a eu une belle course derrière. Il y a eu sa course de lui devant et derrière, il y a eu une belle course. Les coureurs derrière, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué à se battre parce qu'ils ont maintenu Pogacar à 1 minute pendant 90 kilomètres. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, il est dans un autre monde, dans son monde à lui. Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue parce que à 25 ans, il est pas encore en fin de carrière. Non, c'est sûr. Donc je voulais revenir aussi du coup, sur les championnats du monde. Au moment où il part à 100 km, qu'est-ce que vous vous dites? Enfin, beaucoup des coureurs, Evenepoel, Mathieu Van Der Poel l'ont dit, ils pensaient qu'ils perdaient toute chance en faisant ça. Bah, c'est la première fois qu'il fait. Je suis d'accord avec eux. Mais il a déjà fait au Stade Bianca, il a fait déjà Liège-Bastogne-Liège, il a fait Lombardie. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Donc, je pense que pour ce coureur à ce niveau, c'est pas acceptable comme excuse pour moi. Pour moi, Pogacar, c'est quand même Pogacar qui est capable de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Donc, il fallait être surveillé de matin au soir. Et les coureurs, ils ont peut-être un peu mal jugé
peut-être un petit peu endormi, mais il y a pas d'excuse de rater Pogacar à partir. Son maillot vert, il est bien voyant. Donc, c'est le grand favori depuis très longtemps. Donc, on peut pas dire que je l'ai pas vu partir. On peut pas dire que je pensais qu'il blaguait. On sait bien qu'il est capable de faire ces grandes choses. On pourrait peut-être hésiter un peu, oui, mais je pense que si on le voit partir, puis on voit pas trop de réaction, ben, on y va. Là, c'est parce que tout le monde dormait. Tout le monde dormait un peu. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas trouvé ça utile d'y aller. Mais parce qu'eux-mêmes, ils étaient peut-être pas capables d'aller à ce moment-là. Mais pour moi, le prétexte comme quoi que oui, on pensait qu'il bluffait, on pensait que c'était un peu suicidaire. Pour moi, lorsqu'on connaît la piste, pour moi, c'est pas acceptable. Ils pensaient peut-être qu'avec leurs équipiers, notamment les équipiers de la Belgique, où ils étaient encore beaucoup, qu'ils pouvaient gérer l'avance de Pogacar, et au final, ils sont juste butés tous sur Oui, le mais chemin. ils étaient où? Ils étaient où? À ce moment-là, on laisse partir à 15 secondes ou 20 secondes, mais puis bon, on laisse pas un mec comme ça partir comme ça. C'est pas juste un simple équipier ou quelqu'un qui va faire de la pub. C'est comme aller faire les heures d'antenne. Comme on dit, c'est quand même un coureur, un vrai prétendant à la victoire, qui a fait ses preuves, qui a déjà fait ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est ce gars-là, on laisse pas prendre on laisse pas, on perd pas de la roue. On laisse pas prendre un mètre parce qu'un mètre viendrait vite 100 mètres et après c'est terminé comme ça s'est passé. Donc le fait qu'ils ont laissé passer partir comme ça, c'est vraiment pour moi Une disons erreur. pour moi c'est pas acceptable. Après une saison aussi aboutie, pardon, vous l'avez vécu, donc en 1987, comment on a encore de la motivation d'aller chercher plus? Vous avez vécu une saison 1988 compliquée, donc voilà, je vous pose la question. Moi j'ai eu c'est malchance que j'avais tombé, je m'ai blessé au genou qui m'a fait un douleur enfin, persistante pendant 2 ans ou 3 ans avant de faire une deuxième opération, de trouver des soins spéciaux en Allemagne. Enfin, bref, pour moi, c'était un peu une catastrophe. Mais on peut pas non plus comparer les époques parce qu'à mon époque, le coureur gérait tout lui-même. On faisait le vélo, on faisait notre parcours d'entraînement, le programme d'entraînement, l'alimentation, la vie de famille, les vies de coureurs, les vies de champions qu'il fallait répondre aux demandes des journalistes. Il fallait aussi demander aux demandes des sponsors. Là, maintenant, le coureur, il fait le vélo. L'équipe et l'entourage s'en occupent de tout le reste. C'est-à-dire, ils s'en occupent par exemple, je pense pas que Pogacar reçoit un coup de téléphone d'un journaliste. C'est pas, ça passe par leur responsable de presse. Et les entretiens, ils sont programmés bien au moment ça leur convienne. Et pareil, je pense que les entraînements, c'est la même chose. Il va jamais rater l'entraînement parce qu'il a rendez-vous avec un journaliste. C'est impensable dans nos jours. Pour nous, à nos époques, on faisait l'entraînement, puis après, pourquoi pas prendre un café en route avec un journaliste, quoi. C'était beaucoup plus relax, mais beaucoup plus stressant pour le coureur, pour l'athlète, parce que c'était quand même beaucoup de choses à gérer. Maintenant, c'est vrai que les coureurs gèrent beaucoup de choses eux-mêmes, mais tout le stress, au potentiel stress, c'est géré par les membres de son équipe. Donc, je pense que les coureurs dépensent moins d'énergie maintenant à faire ces choses-là qu'à notre époque. Et il est beaucoup plus protégé. En même temps, comment les coureurs maintenant, ils ont une base de données. Les entraîneurs, les médecins d'équipe, ils ont tous les chiffres, toutes les données des coureurs dans leur base de données. Donc, ils savent à tout moment où est-ce qu'il est le coureur. Donc, physiquement, si on voit que le coureur, par rapport à l'entraînement, il est fatigué, tout de suite, on va modifier son entraînement. On va modifier son entraînement, on va lui dire, écoute, il faut se calmer avec les journalistes, se calmer avec les interviews, calmer avec les soirées, et puis soit on se concentrer plus sur le vélo, soit plus de repos aux entraînements un peu spécifiques. Donc, beaucoup de choses maintenant qui sont, comme nous, c'était laissé au hasard, il fallait faire un peu au feeling. Maintenant, tout ça, c'est géré par son équipe. Donc, je pense que nous, on a souvent, les championnats du monde, on avait souvent un contre-coup l'année suivante parce qu'on était beaucoup sollicité.
pour les championnats du monde, où Pogacar n'aura pas ces problèmes-là. Son planning va être bien planifié, bien géré par son équipe. Que pensez-vous qu'il peut aller chercher de plus dans les grosses courses qui lui manquent? Il y a Milan-San Remo, qu'il essaye à peu près chaque année d'ailleurs, là, sans réussir. Paris-Roubaix, où bon, il devrait marcher, puisqu'il a déjà gagné le Tour des Flandres, même si ça monte beaucoup moins sur Paris-Roubaix, et qu'il faut être peut-être un peu plus puissant. Et le Tour d'Espagne, où il a participé une fois, je crois, dans ses premières années, où il avait fait podium. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher de plus? Qu'est-ce qui pourrait le motiver encore? Je pense que c'est un coureur que, à partir qu'il met un dossard sur le dos, il veut gagner. Je pense pas que c'est quelqu'un qui cherche les records, ou les titres, ou les choses exceptionnelles. C'est un coureur, dès qu'il met un dossard sur son maillot, il est parti pour en gagner. Peu importe la taille de la course, que ce soit Paris-Roubaix ou Paris Tour de la Maison, c'est un coureur c'est un athlète qui veut gagner, peu importe quelle course. Donc, je pense qu'il pourrait peut-être cibler peut-être un Tour d'Espagne ou, comme tu dis, un Milan-San Remo ou Paris-Roubaix, en sachant qu'à Paris-Roubaix, c'est quand même compliqué et on peut perdre une saison avec une mauvaise chute à Paris-Roubaix. Donc, tout ça, à mon avis, ils tiennent en considération et son équipe aussi. Mais je suis sûr qu'un Tour d'Espagne lui manque et un coureur d'étape aimerait gagner quand même les trois grands tours. Donc, je pense qu'il va cibler le Tour d'Espagne, peut-être pas individuellement, mais je pense qu'un doublé, Tour et Vuelta, pourquoi pas. Oui, je crois que le Tour est toujours au programme, même en Oui, 2025. ben, je crois que de toute façon, à 25 ans, 26 ans, il est en plein d'expansion. Enfin, il y a plein de développement. Le tour, à mon avis, il sera sur son agenda pendant les prochaines 4, 5, 6 ans au moins. Et en même temps, les sponsors maintenant, il y a tellement de choses autour du Tour de France. Quand tu as un aliment qui peut gagner, on va pas laisser à la maison. Et Pogacar, comme tout coureur aussi dominant, il n'échappe pas aux suspicions de dopage, euh, alors que pour le moment, il n'y a aucune preuve, rien, même pas un début, sauf des watts affolants, mais ça, c'est lui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est quelque part un peu normal, mais dans les JO qui viennent de se passer à Paris il y a quelques semaines, on ne parlait pas des performances, enfin, on ne cherchait pas à associer le dopage avec les performances, ou les performances avec le dopage. On acceptait les performances telles qu'elles étaient. Pourquoi en cyclisme, on est toujours obligé de chercher les poux? Pourquoi pas, on ne peut pas accepter que ces athlètes, depuis 10, 15, 15 ans maintenant, presque 20 ans maintenant, ils sont sujetés au contrôle médical systématique. Ils ont leur passeport biologique. Ils ont l'obligation avec le whereabouts system, de prévenir le UCI et les médecins de l'UCI chaque fois qu'ils font un déplacement pour que pour que les médecins de l'UCI puissent le retrouver pour leur faire un contrôle médical. Ensuite, toutes leurs données, ils rentrent dans une base de données, ils sont bien contrôlés par les médecins de l'UCI et les différentes agences antidopage. Donc, dès qu'eux, ils voient quelque chose d'anormal dans les prélèvements, ben, ils viennent contrôler davantage ces coureurs. Donc, je pense que faut pas, avant de dire qu'est-ce qu'il prend, je pense qu'il faut accepter ce qu'il fait déjà et puis de se dire, mais les instances font ce qu'il faut, ils font le nécessaire pour, euh, pour essayer de diminuer les tricheurs. Et je pense que on peut jamais éliminer complètement. Il y aura toujours des gens qui vont avoir des soupçons, ils vont faire leur calcul A plus B égale dopage. Mais je pense qu'il faut quand même leur donner un peu plus de mérite parce que contrairement même à notre époque, le vélo maintenant, c'est un sport à 24 heures, 7 sur 7. Ils se lèvent le matin, ils font certaines choses, ils mangent certaines choses, ils prennent leur poids, leur pouls, ils vont faire des entraînements spécifiques. Tout est géré, toute la journée est gérée autour de leur programme d'entraînement et autour de leurs ambitions et le programme qui était prédéterminé par leur équipe. Donc, c'est quand même très compliqué pour les coureurs. Et je pense que le talent qu'il y a maintenant, c'est grâce aux entraînements et les évolutions
qu'il y a eu dans les entraînements diététiques et biologiques depuis 20 ans. Pas forcément encore de dopage. Euh, Merckx a dit, après les championnats du monde, qu'il trouvait, qu'il pensait que Tadej Pogacar était meilleur que lui. J'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus aussi. Je pense qu'il faut pas comparer les époques. J'ai même vu un gars qui a dit, mais Pogacar et Max, mais Roche, il est pas de la même catégorie. Mais bon, je pense que si tu te retrouves en arrière, tu regardes 87, les épreuves que j'ai gagnées et la manière que j'ai gagné, on peut dire que oui, j'étais le même niveau que Max et Pogacar. Mais la ressemblance reste là. Je cherche pas à me comparer ni avec Max ni avec Pogacar, mais parce que c'est deux périodes différentes. Mais si on parle de mon triplé, je pense que celle de Merckx, celle de Pogacar, on a tous eu notre mérite lorsqu'on a gagné notre triplé. Mais je pense que Merckx, à 25 ans, il n'a pas fait ce qu'il a fait Pogacar, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que Pogacar est mieux que Merckx. Si Merckx il courait en même temps que Pogacar, on ne sait pas qui sera vainqueur. Quand tu vois tout ce qui est mis à disposition du coureur maintenant par rapport à l'époque de Merckx, c'est pas la même chose. Merckx, c'est sûr qu'il n'a pas pu être à son meilleur parce que on n'avait pas tout le recul qu'on a maintenant par rapport au programme d'entraînement, par rapport au plan diététique, par rapport à la stratégie de course. Faut pas comparer les deux époques. C'est pour ça que je suis un peu je n'aime pas quand les gens comparent les différents coureurs avec des coureurs de différentes époques. Je crois qu'il y a des champions de leur époque. On a fait ce qu'on a fait. Ils font ce qu'ils font eux. Mais c'est clair que c'est les champions de cette nouvelle génération. Ok, mais moi j'ai posé les questions que j'avais à vous poser. Super. Donc je peux vous laisser repartir sur la route s'il le faut. OK, super. Écoute, je te remercie beaucoup et bon courage. Ouais, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci. Salut. Passez une bonne Ciao. soirée. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Ciao. Ciao, ciao.